Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez en ce moment. C'est une nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Et aujourd'hui, je vais discuter à bâton rompu avec un éminent professeur, linguiste, terminologue. Dès que je le dis comme ça, tout le monde sait que je parle de Bob Auriol. Et j'aime ajouter, concernant Bob Auriol, Robert Berwet Auriol, le, le polémiste, parce qu'on le voit souvent soulever des questions, aborder des sujets de polémique, même quand ce n'est jamais avec Robert Berwet-Auriol, des sujets qui ne soient pas d'importance. Je ne prendrai pas le temps, puisqu'il a toujours beaucoup à dire, on a toujours beaucoup à échanger. Je ne prendrai pas le temps de vous présenter le professeur Robert Berwet-Auriol. Euh, Bob Auriol, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité une fois de plus, hein. Robert Berwet-Auriol, ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est cet article que tu as publié. On va se tutoyer, on va pas faire semblant, hein? C'est cet article que tu as publié concernant la situation qui est en train de se développer à l'Académie du créole. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas ton premier article pour tirer la sonnette d'alarme sur des situations anormales, entre guillemets, qui se développent au sein de cette Académie du créole. Mais tu as frappé Bob un grand coup cette fois en parlant de corruption, en dénonçant des situations graves, parce que ce que tu évoques est extrêmement grave au sein de l'Académie du créole. C'est exact. Il y a une situation de pourrissement de la situation à l'Académie créole, une situation de pourrissement, de corruption, de gabegie administrative, de népotisme, etc. Et j'ai jugé utile, je pense que c'est important, Mhm, j'ai jugé utile de faire porter une parole citoyenne mhm, à propos de l'Académie créole. C'est pour cela que j'ai fait un article de facture académique, un article très documenté, pas l'envoyer monter avec personne, peu importe le sujet. Donc, j'ai voulu faire un travail sérieux dans le prolongement d'un bilan que j'ai déjà fait de l'Académie créole. C'est une invitation d'ailleurs à la réflexion citoyenne sur le mode de fonctionnement des institutions haïtiennes. Et je crois que mon intervention a été très bien reçue en Haïti. euh, Robert Berretoriol, la première chose qui vient à l'esprit en lisant cet article qui, d'ailleurs, comme souvent tu le fais, qui fait des références à d'autres articles qui ont été publiés, dans certains cas, sinon généralement en grande partie par des membres de l'Académie qui ont récemment démissionné. Euh, et j'aime quand tu dis qui ont démissionné ou qui ont été démissionnés. Et ce que j'aurais souhaité qu'on fasse, c'est d'abord parler de la manière dont cette académie a pris naissance, parce que on a senti tout au long, parce que j'ai fait ma littérature de la chose, on a senti dans tes différentes interventions un questionnement sur ce que devrait être une académie du crédit. Est-ce Très que bien. selon toi, dès le départ, il y a eu un problème? Oui, dès le départ, il y a eu un problème parce que les constituants qui ont rédigé la Constitution haïtienne de 1987, ils sont partis d'une idée très mythique, très mythologique, très utopique d'une académie, une espèce d'adoration de l'idée d'une académie française qui pourrait avoir son pendant
en Haïti dans le prolongement et en application de l'article 213 de la Constitution de 1987. L'article 213 est une aberration dans la Constitution de 1987. C'est une expression d'une vision très folklorique, très utopique de la question linguistique haïtienne. D'ailleurs, l'un des grands linguistes haïtien, Yves Desjean, il a très bien situé le problème dans des articles et dans ses livres. Il a parlé d'une académie qui est une espèce d'outil, d'objets mythologiques, d'objets décoratifs. Yves Desjean a dit de manière explicite dans ses écrits que nous n'avons pas besoin d'une académie créole en Haïti, nous avons besoin et nous devons financer des institutions qui s'occupent très sérieusement du créole, très sérieusement de la question linguistique, notamment la faculté de linguistique de l'Université d'État d'Haïti. Donc, en 1986-1987, les constituants sont partis d'une idée utopique, mythologique d'une académie créole pour inscrire dans la Constitution ce fameux article très contestable et très contesté, l'article 213. Donc, nous sommes partis en 1987 d'un non-lieu, d'une erreur historique. Donc, c'est ça le premier élément. Rappelle un peu ce que dit cet article, parce que il y a dans la Constitution la nécessité que le créole soit euh, une des deux langues officielles. Oui, Peut-être. Mhm, l'article 5 de la Constitution co-officialise les deux langues du patrimoine linguistique haïtien, du mhm. patrimoine linguistique historique, le créole et le français. Et l'article 40 fait obligation à l'État de diffuser tous ces documents administratifs, tous ces documents officiels dans les deux langues officielles du pays. Et l'article 213 dit une académie de langue, pas du tout une académie créole, une académie de langue est instituée en vue de fixer la langue créole. Or, les sciences du langage, la linguistique, réfute totalement l'idée de fixer une langue. On ne fixe pas une langue, on peut aménager une langue, et je suis spécialiste de l'aménagement linguistique, je sais de quoi il retourne. On Ouais. peut fournir des garanties constitutionnelles et juridiques pour aménager une langue, mais on ne fixe pas la langue. De toute façon, en fixant la langue, on la fige également. On la fiche. Alors qu'il y a une dynamique d'évolution quand on Ah, parle. tout à fait. Tout à fait. Ce sont les locuteurs qui sont les fixeurs, entre guillemets, de la langue. Ce sont les locuteurs qui donnent vie à une langue. On ne peut On va pas. revenir sur cet aspect fondamental, puisqu'il y a un travail qui était dévolu, qu'on espérait que l'Académie allait réaliser, qui est justement, on ne parle pas nécessairement de fixation, mais de trouver un orthographe, de trouver une structure, donner une structure, un encadrement à la langue, ce que toi tu appelles la dynamique d'aménagement linguistique. Avant de revenir à ça, j'aimerais parler de ce conflit, de ce scandale que tu as évoqué, qui est en train de miner l'Académie du créole. Euh, Quand on parle de corruption, ce sont des accusations graves. Est-ce que j'ai appris que plusieurs membres de l'Académie avaient donné leur démission? Est-ce que c'est dans la foulée de scandales, de corruption, de népotisme, comme tu Oui, l'évoques? oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'autant plus qu'il y a un conflit permanent entre le conseil d'administration de l'Académie créole Mhm. et le conseil exécutif. Il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits de népotisme, des gens qui, parce qu'ils font partie du conseil d'administration, ils donnent des jobs et des contrats en bachal sous la table Mhm. à des membres de leur famille. Il y a des contrats pour la production de matériel pédagogique dans telle ou telle école
qui sont accordées en dehors des normes légales. Donc, il y a des activités de corruption financière, de corruption par attribution de contrats illicites à l'intérieur même de l'Académie créole. Il y a eu cette soi-disant commission scientifique de l'Académie créole qui a publié des textes qui n'ont pas été sanctionnés par la commission scientifique comme telle. Donc, il y a toute une série d'actes de prévarication, de détournement de fonds, de népotisme à l'intérieur de l'Académie créole qui sont passés sous silence en Haïti parce que, bon, entre copains, casse-feuille, couvre ça, il y a une tradition de silence, d'omerta quasiment mafieuse, dès qu'il s'agit de critiquer, de porter à l'attention du public une critique documentée, rigoureuse, sérieuse sur l'Académie créole. Nous sommes entourés d'une espèce de brouillard de silence. C'est une institution nationale, il faut lui laisser, il faut laisser la chance au coureur, etc. Non, non, je pense qu'on peut et on doit avoir une parole citoyenne, pondérée, documentée, qui permette de voir clair dans tout ça. Est-ce que, selon toi, on a parlé du fait que l'Académie soit mal partie, mais est-ce que, selon toi, euh, l'Académie est devenue un outil inutile? Je ne me réfère pas à ton opinion première qui est au départ, je sais que tu crois que la Constitution a fait fausse route, cet article de la Constitution a fait fausse route, mais je veux dire, euh, Bob, aujourd'hui, dans la foulée de toute cette mouvance linguistique, est-ce qu'une académie du créole devant faire un travail de structuration de la langue, d'aménagement de la langue, comme tu le dis, est-ce que c'est pas nécessaire? Bon, il faut dire que dans les bilans, les deux bilans que j'ai faits de l'Académie créole, j'ai bien montré que la charte constitutive, la loi d'avril de 2014 créant l'Académie créole, cette loi a créé une instance déclarative. Elle n'a pas créé une instance exécutive. Autrement dit, le pouvoir juridique C'est-à-dire que l'académie est sur le papier et pas dans le concret. plus précisément, l'Académie, sa vocation selon sa charte constitutive, elle a pour mission de faire des recommandations, de donner des avis. Elle n'a aucun pouvoir réglementaire et juridique d'intervention dans le domaine linguistique haïtien. C'est extrêmement important. Et ceci, la plupart du temps, les gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas lu, euh, comme moi je l'ai fait, la loi créant l'Académie créole en 2014. Première chose. Deuxième chose, je réponds de manière très précise à ta question. On peut observer de façon tout à fait objective que de 2014 à 2024, l'Académie créole n'a produit aucun article scientifique, aucun ouvrage scientifique de référence sur l'un des aspects essentiels de la créolistique, à savoir la syntaxe, la phonologie, la morphologie, la lexicographie créole, la lexicologie créole, la traductique créole, la jury-linguistique créole, la didactique du créole, la didactisation du créole. De 2014 à 2024, l'Académie créole a produit en tout et pour tout deux avis de réforme, de réaménagement de la graphie du créole. Et ces deux avis, ces deux recommandations ont été très fortement contestés par des linguistes de premier plan, notamment Renaud Gauvin et le maître Zéphyr. Donc ça, c'est une observation objective. L'Académie créole laisse croire sur Facebook et dans différentes interventions qu'elle est en train de préparer un dictionnaire juridique français créole.
C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, énormément, puisque j'ai longtemps travaillé avec les jurilinguistes de l'université du Centre de traduction et de terminologie juridique de l'université de Moncton. Euh, il se trouve que l'Académie annonce qu'elle va publier un dictionnaire dans un domaine aussi spécialisé que celui du droit. Je parle du droit du Code civil, du droit coutumier haïtien. Or, à l'Académie créole, et ceci je le dis puisque je connais la plupart des membres de l'Académie, il n'y a aucune compétence en lexicologie créole. Il n'y a aucune compétence en lexicographie créole. Il n'y a aucune compétence en terminologie créole. Il n'y a aucune compétence en dictionnaire créole. Il n'y a même pas un jurilinguiste à l'Académie créole qui prétend pouvoir faire un dictionnaire créole. Je dis que ce n'est pas sérieux, c'est de la fausse représentation. À la limite, ça pose un problème d'éthique intellectuelle. On ne peut pas annoncer qu'on travaille sur un immense chantier comme celui du droit haïtien sans avoir les compétences internes pour le faire. Donc, voilà les observations que je fais de manière très précise et je réponds de cette façon à ton très intéressante question. Voilà. Bon, maintenant, regardons ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a eu un certain nombre d'émissions. J'ai vu, entre autres, d'émissions, celle d'un, de quelqu'un qui a représenté comme une pierre angulaire dans la dynamique de mise en place de cette académie. Je ne veux pas parler du professeur Desgraffes, parce que quand je parle de polémique, j'ai suivi toute la polémique qu'il y a eu entre vous deux. Mais il y a eu aussi d'autres membres de l'académie qui sont partis en évoquant des problèmes structurels dans certains cas et dans d'autres cas, et là je pense c'est la professeure Rachel Doucet, je crois, qui avait dès le départ pointé du doigt le fait que l'académie avait un blocage qui l'empêchait d'avancer et qui empêcherait tout aboutissement, entre autres choses, des, sur des éléments qu'elle estime être des éléments de base. Et moi, je reviens. Fondamentalement, pour moi, c'est important d'avoir pas une académie du créole, mais un travail qui soit fait d'harmonisation de la langue. Tu parles d'aménagement, je sais que mais d'harmonisation de la langue. Ce travail-là, ne serait-ce que sur la base de l'orthographe, par exemple, ce travail-là n'a pas abouti. Est-ce que tu sais pourquoi? Bon, ce travail n'a pas abouti principalement en raison d'une absence de vision. Une absence de vision de l'aménagement du créole, en raison d'une vision qui essentialise le créole. Le créole serait comme une espèce d'objet, de musée que l'on adore, qu'il faut, qu'il faut travailler dans le sens du poil, etc. Moi, tu as bien noté qu'à la fin de mon article, j'ai proposé une alternative. J'ai proposé, là, et j'avais déjà écrit un plaidoyer il y a 3 ans pour le faire, j'ai proposé la création d'une secrétaire d'État au droit linguistique chargée de l'aménagement des 2 langues officielles du pays, et j'ai donné toutes mes références, et n'importe quel lecteur ou auditeur peut consulter mon argumentaire en faveur de la création d'une telle instance. C'est une secrétaire d'État au droit linguistique qui serait sous la tutelle administrative et politique du Premier ministre. Donc, je donne une importance très élevée à cette proposition, à cette perspective. Et il se trouve que cette proposition, elle est très exigeante en termes de mise en route, parce que j'ai proposé qu'elle soit élaborée
par les institutions haïtiennes des droits humains en collaboration avec un certain nombre d'institutions nationales telles que la Fédération des barreaux d'Haïti, les facultés de droit d'Haïti, l'école de la magistrature. Donc, je suis dans une perspective à la fois constitutionnelle quant aux droits humains et aux droits linguistiques. Je suis dans une perspective très aménagiste et j'ai bien pris la peine, au terme d'un cheminement critique sur l'Académie créole, de proposer quelque chose de très concret, de très articulé. Robert Berret-Auriol, on vous l'a reproché, on te l'a reproché à plusieurs reprises euh, d'avoir des critiques. Est-ce qu'on peut reprocher des critiques sur la base d'éléments de preuve, de documentation? Certainement pas. Et c'est un des compliments que j'ai toujours fait à Bob Auriol, que je t'ai toujours fait, c'est le soin que tu prends de donner systématiquement des références, enfin, la méthodologie, qui est quelque chose de fondamental. Comme tu disais, nous pas nous monter. Mais, Bob, souvent, on dit que tu réagis parce que Kembo à l'écart. Est-ce que c'est vrai? Non, non. Je veux dire, j'ai j'ai eu une carrière très riche et très enrichissante de, euh, de linguiste terminologue à l'Office québécois de la langue française. C'est là où j'ai reçu ma formation de linguiste terminologue. J'ai eu un passage très enrichissant en tant qu'enseignant à la faculté de linguistique de l'Université d'État d'Haïti et à l'Université Quisqueya lorsque j'ai séjourné en Haïti. Et ce que j'apprécie énormément, c'est mon positionnement de chercheur indépendant et qui soit en mesure à n'importe quel moment de faire de porter une parole citoyenne critique et libre. Je n'ai pas d'attache formelle institutionnelle, mais je peux dire que j'ai d'excellentes relations, de très bonnes relations avec la faculté de linguistique appliquée, avec l'association des professeurs de créole d'Haïti, avec l'association des professeurs de français d'Haïti. J'ai de très bonnes relations avec les éditeurs, des éditeurs de manuels scolaires. Et j'ai de très bonnes relations avec un certain nombre d'enseignants de l'Université d'État d'Haïti. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un d'isolé. Je suis quelqu'un, je pense, de rassembleur et j'ai le souci du dialogue. Et heureusement que je suis retraité, un jeune retraité. Je ne suis pas demandeur de job. Je ne demande de job à qui que ce soit. Je vis de manière enrichissante. Je, j'ai le souci de continuer à faire des recherches et de partager le fruit de mes recherches. Et je rappelle, je te signale et je rappelle aux auditeurs que à 95%, les textes que je publie, ce sont des textes de linguistique, de lexicographie créole, de didactique, de didactisation du créole. Et il m'arrive occasionnellement de publier un texte à saveur ou à teneur politique lorsque j'estime que le moment est venu de faire porter une parole. Et La, la, la politique n'est jamais loin du professeur Berwin oui, oui, Royol. oui, oui, Mais je veux dire, non, parce que la politique traverse notre vie absolument. 24 heures sur 24. On est d'accord, toi et moi, on est d'accord là-dessus. Si on discute de la peinture naïve haïtienne, à un moment donné, notre réflexion sur la peinture naïve haïtienne, elle sera traversée par le politique, parce qu'il y a toute une problématique des conditions de vie des peintres haïtiens, et toute une problématique des musées haïtiens, des salles d'exposition des œuvres des peintres naïfs, etc. Donc, là, comme tu dis, tu as raison, la politique n'est pas toujours, est toujours proche.
Je suis d'accord. Robert Berretoriol, il y a cette frustration qui est normale, c'est-à-dire en évoquant le fait d'être mis à l'écart, ce n'est pas nécessairement le fait de chercher un job. C'est le fait Ah non, je suis justement pas, attention, non, que le chercheur en soyons, toi, le non, fait que le chercheur en toi soyons, soyons, voit, soyons précis, soyons précis. Tu me permets de t'interrompre deux vas-y, petites vas-y. secondes. Je ne suis mis à l'écart par personne. Je te donne un exemple très simple. Je suis le premier et le seul linguiste haïtien à avoir réuni en 2021 autour de moi 15 spécialistes pour discuter et faire des propositions très concrètes à l'État haïtien pour explorer ce qu'on appelle la didactisation du créole. Si j'étais quelqu'un d'isolé, je n'aurais pas Là-dessus, pu. là, tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, mais tu ne m'as pas laissé terminer, Mhm. qui pourrait avoir une certaine frustration légitime par rapport à un ensemble de propositions. Est-ce que finalement, on parle du créole, on parle du créole, on parle du créole, mais qu'il n'y a jamais de volonté réelle, de volonté politique, justement? Ben, je reviens à ce que tu disais. Hmm. La politique n'est jamais très loin. Il se trouve que tous les spécialistes de l'aménagement linguistique à travers le monde te diront que la question des langues est en amont essentiellement politique. Mhm. De l'aménagement linguistique, elle est, pardon, en amont essentiellement politique. C'est parce qu'elle est politique qu'il faut aborder ces dimensions didactiques, ces dimensions juridiques, ces dimensions constitutionnelles. Donc, c'est extrêmement important. Il se trouve que dans le cas d'Haïti, l'un des obstacles majeurs à l'aménagement des deux langues officielles, et en particulier à l'aménagement du créole, c'est la démission quasi totale de l'État haïtien. C'est pour cela que je me suis dit, et je crois que la plupart des linguistes aménagistes sont d'accord là-dessus, le combat citoyen pour l'aménagement linguistique en Haïti, c'est un combat sur le long terme. On peu importe la qualité des propositions que nous sommes en mesure de faire en 2024, c'est les résultats, les fruits concrets ne seront mesurables que dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est extrêmement important. Il nous faut de la patience et il faut surtout que cette patience soit accompagnée d'une volonté de rassembler autour d'une vision correcte de l'aménagement linguistique, de l'aménagement du créole. Il faut dépasser cette vision militante, entre guillemets, folklorique, catéchétique de l'aménagement du créole. Donc, tu vois, par ce type d'intervention. Alors, je reviens à la question de la didactisation du créole. Donc, si j'étais quelqu'un d'isolé, je n'aurais pas pu réunir autour de moi une quinzaine de spécialistes haïtiens, français, américains, etc., répartis à travers les différents pays pour élaborer un ouvrage de 381 pages sur la didactisation du créole. Je donne un exemple très simple. Le plus grand spécialiste, la référence en lexicographie anglais-créole, en lexicographie créole tout court, c'est le professeur Albert Waldman, qui a maintenant 86 ans et qui a produit des dictionnaires extraordinaires de très grande qualité scientifique. Eh bien, lorsque je l'ai contacté pour qu'il contribue à cet ouvrage sur la didactisation du créole, il m'a dit, je te réponds oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'embarque dans ce projet. C'est un projet essentiel pour l'école haïtienne, pour la transmission des connaissances et des savoirs dans l'école haïtienne. Et puisque tu évoques l'école haïtienne, la pratique ou l'enseignement du créole, euh, depuis la réforme Bernard, on a eu beaucoup de tentatives aussi indépendantes. Je pense encore à Mission Alpha ou à d'autres tentatives. Pourtant, on a l'impression que le créole haïtien
et j'insiste sur le créole haïtien parce qu'il y a d'autres travaux qui ont été réalisés sur le créole haïtien, on a l'impression, n'a pas avancé, n'a pas bougé. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des conférences, il y a eu aussi, j'ai vu beaucoup de dictionnaires passés. On a l'impression que ça ne nous a pas fait avancer parce que le travail que le créole devait faire en tant que langue, c'est permettre une, que l'éducation, devait marcher de pair avec cette formule d'éducation qui permet de faire atterrir les idées, c'est-à-dire d'avoir une éducation plus nationale, basée, ancrée dans le vécu des gens, dans le quotidien des gens. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup bougé. C'est du moins l'impression que j'ai comme observateur. Ton impression, elle est fondée, elle est correcte. On n'a pas beaucoup bougé, quoique il y a eu quand même des acquis. Par exemple, le fait que la presse radio et la presse télévisée en Haïti soit massivement et majoritairement d'expression créole, pour moi, c'est un acquis. Le fait qu'il y ait une production littéraire en créole, bon, on peut bien sûr discuter de la valeur, plus ou moins, etc. Mais il y a une volonté de faire une littérature créole de qualité. Je salue cet effort. Donc, il y a eu quelques progrès. Il y a eu publication aux éditions Henri Deschamps, aux éditions Zemès, aux éditions du Canapé Vert, aux éditions Pédagogie Nouvelle. Il y a eu aux éditions C3 publication de manuels de créole, de manuels d'enseignement des mathématiques en créole ou de la géographie en créole. Donc, il y a un certain effort qui se fait. Cependant, ce sont des efforts limités. Ce sont Mhm. des efforts qui n'ont pas véritablement d'impact à l'échelle nationale pour la raison pour les raisons que nous venons d'invoquer. Premièrement, l'État haïtien est en déficit de leadership sur la question linguistique haïtienne. L'État haïtien, depuis l'extinction, la mort subite de la réforme Bernard en 1987, l'État haïtien n'a pas pris de véritable initiative d'aménagement du créole. L'État haïtien ne supporte pas véritablement une éducation bilingue, une éducation qui soit conforme aux articles 5 et 40 de la Constitution de 1987. Le ministère de l'Éducation, en particulier ces 10 dernières années, il s'est mis à tâtonner. Euh, Aujourd'hui, jeudi, le ministère va vers le nord. 2 jours après, il va vers le sud. 3 jours après, il va vers le sud-est. Euh, Autrement dit, il n'y a pas de vision uniforme, rassembleuse, il n'y a pas de vision forte de l'État pour aménager les langues dans le système d'éducation haïtienne. Je te présente, tiens, Mhm. pardon. Non, non, tu as bien fait. C'était le bon sens, ça, oui. Bon, L'aménagement linguistique, oui. l'aménagement linguistique En salle. en salle de classe. Mhm. C'est un excellent rapport, un excellent livre d'enquête sur la question linguistique en salle de classe. Cet ouvrage a été publié en 2000. Nous sommes en 2024. Aucune de ces recommandations n'a été mise en œuvre. Près Donc, d'un quart de siècle après. absolument. Donc, il y a véritablement un problème de volonté politique. Je signale aux auditeurs que dans ce livre que je consulte régulièrement, Rachel Charlier-Doucet a écrit un excellent compte-rendu d'une enquête de terrain qu'elle a menée sur la perception des langues, et en particulier du créole, dans les écoles haïtiennes. Il y a des articles extrêmement intéressants rédigés par Pierre Vernet, etc., etc. Bon, donc je reviens à l'idée que nous ne pouvons pas avancer sur le terrain de l'aménagement linguistique, sur le terrain de l'aménagement du créole en Haïti, en dehors d'une volonté explicite
et d'un leadership politique de l'État. Mhm. C'est extrêmement important. Et Robert Berret-Auriol, c'est avec beaucoup de difficultés que pour ne pas dire de douleur, que je regarde cette langue qui a connu un florilège après 1986, un florilège de travaux d'individus, d'imaginaires. Tu as évoqué des journalistes, on pourrait évoquer le théâtre, etc., etc. Quand je parle de douleur, les avancées qu'on a senties, les mouvements, plus que des avancées, des mouvements qu'on a sentis après 1986 surtout, on a l'impression que tout ce mouvement, même au niveau de la population, et c'est pour ça que j'ai aimé quand tu as évoqué la nécessité d'une parole citoyenne, que les gens épousent la cause de la langue. Euh, j'ai l'impression, et c'est la réalité quotidienne difficile qui est peut-être l'explication à tout ça, que la problématique de la langue est loin, mais très loin des priorités. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire pour faire comprendre aux gens que cet élément-là est un élément fondamental, participatif dans le développement à la fois de l'être haïtien, de l'homme haïtien, mais aussi de la dynamique globale du pays? Euh, j'ai envie de te répondre en souhaitant que le mythe de Sisyphe soit traduit en créole l'un de ces jours. Et tu comprends très bien ma métaphore. Il se trouve que notre pays de naissance est un pays où les urgences nationales se bousculent au portique de l'édifice social. Tout est urgence. Toutes les urgences sont urgentes en Haïti. C'est Euh, clair. l'urgence d'avoir un pain quotidien, l'urgence d'avoir de l'électricité, l'urgence d'avoir des soins à la population. Mais Robert Bertoriol, pour terminer, de toutes ces urgences évoquées, comme tu l'as fait, c'est-à-dire la sécurité, le quotidien des gens, il y a aussi ce besoin que l'on puisse avoir des cellules, des groupes, des gens qui continuent de travailler sur cette perspective globale. Je reviens à ce que tu disais, cette vision globale de l'évolution sociale et qu'on puisse aboutir à des choses concrètes qui participent à cette transformation de la vie. Et pour moi, la question de la langue, depuis 1986 que le créole a été reconnu officiellement comme une des deux langues officielles, tu as jusqu'à présent, dans la justice et ailleurs, je prends la justice parce que c'est une forme d'injustice fondamentale, les lois existent encore en français, n'existent pas en créole. Les débats se font en créole. On est en train de juger l'individu dans une langue qu'il qu'il ignore complètement. Tu comprends? Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai évoqué cette... est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à côté de quelque chose? Bon, cette question que tu me poses, elle est tellement intéressante qu'il faudrait y consacrer toute une émission. Ah oui, Mais mais c'est pas ton dernier passage. ah, d'accord. Je te réponds de la manière suivante. De quoi parlons-nous finalement? Nous parlons de questions d'école, nous parlons de transmission des savoirs et des connaissances, nous parlons de respect des droits linguistiques à l'intérieur du grand ensemble des droits citoyens énumérés dans la Constitution de 1987. Nous parlons de la scolarisation d'environ 3 millions de jeunes dans les écoles haïtiennes. Nous parlons des conditions de travail de 120 000 enseignants en Haïti. Nous parlons des conditions physiques dans lesquelles fonctionnent les 157 000 écoles
à travers le pays. Donc, nous parlons de choses qui touchent très concrètement la vie, le quotidien, la vie quotidienne en Haïti. De sorte qu'il faut que la vision de l'aménagement linguistique que nous proposons, dont nous faisons le plaidoyer, il faut que ce soit une vision en phase, en accord avec les conditions de vie de la population haïtienne. C'est pour cela que je crois qu'il est extrêmement important de penser la question de l'aménagement linguistique sur le terrain des droits linguistiques. Et d'ailleurs, j'ai publié un plaidoyer, un livre en Haïti, en édition bilingue, français-créole, un livre sur la question linguistique du point de vue des droits linguistiques. Il faut que nous développions une vision nationale qui prenne en compte le besoin de formation des enseignants en didactique du créole, en lexicographie créole. Ce n'est pas normal que le créole soit l'une des deux langues officielles du pays et qu'il n'y ait entre 1987 et 2024 même pas un programme national de formation en didactique du créole. Ce n'est pas normal. Il faut donc que la vision que nous proposons de l'aménagement du créole soit une vision porteuse, une vision rassembleuse, une vision où les citoyens lambda, monsieur tout le monde, il trouve son compte dans son quotidien, dans sa vie quotidienne. Donc, Robert, Robert Berretoriol, je sais, comme on me le dit souvent avec mes invités, que je vais créer encore des frustrés, que je vais faire des frustrés. Robert Berretoriol, je le dis tout de suite, va répondre aux questions de nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, pour échanger, continuer d'échanger. Et certainement, il va revenir et il va revenir bientôt pour qu'on puisse continuer cette conversation extrêmement agréable. C'est toujours le même plaisir d'échanger avec toi, Bob Oriol. merci de m'avoir invité et j'attends impatiemment une prochaine invitation. À bientôt.